Cette fois-ci, nous avons décidé d'aborder, à l'occasion donc de la publication d'un tout nouveau rapport de la Fabrique de la Cité, la question du financement de la transition vers la décarbonation des mobilités. Alors, Camille ne m'en voudra pas de rappeler quelques éléments de contexte préalables à son intervention. Alors que les transports représentent aujourd'hui près du quart des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale et constituent, avec la production d'énergie, l'un des deux seuls secteurs ayant vu ces émissions croître au cours des 30 dernières années, les objectifs de décarbonation des mobilités appellent d'importantes transformations et la mise en place de solutions coûteuses. Or, l'actualité récente, et on pense en particulier au mouvement des Gilets jaunes en France, a montré que si la lutte contre le changement climatique fait aujourd'hui largement consensus, la question des voies et des moyens en reste assez irrésolue. La Fabrique de la Cité est un think tank qui, vous le savez, donc est dédié à la prospective et aux innovations urbaines. Il dévoile aujourd'hui un nouveau rapport dédié précisément au financement de la mobilité dans un monde post-carbone qui va nous être présenté aujourd'hui par son auteur, Camille Combes, qui est chargé de mission à la Fabrique de la Cité. Le rapport montre en particulier que les villes et les États ne sont pas désarmés face à ce défi de la décarbonation. Il analyse et il détaille, selon l'approche comparative qui est habituellement proposée dans le cadre des travaux de la Fabrique de la Cité, il propose donc pas moins de 19 instruments de financement et une typologie des actions qui peuvent être entreprises donc, par ces territoires qui tous ont en commun d'avoir défini une feuille de route et des objectifs clairs avant de déterminer les outils et les technologies à déployer donc, en faveur précisément du financement de cette transition. Comme d'habitude, j'ai proposé à Camille de nous faire une intervention d'une trentaine de minutes environ, au cours de laquelle je vous invite à poser vos questions sur l'espace de chat qui se situe donc à droite de votre écran. Je me chargerai de rassembler ces questions et de les poser à mon tour à Camille, qui se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, merci d'être nombreuses aujourd'hui et je te laisse la parole, Camille, pour cette demi-heure de présentation de ce nouveau travail dont je vais poster dans un instant un lien qui permettra à tout un chacun de consulter non seulement tes slides que tu vas présenter à l'écran, mais aussi de télécharger ce tout nouveau rapport qui vous est présenté aujourd'hui. À toi, Camille. Merci Mathieu. Bonjour à tous tout d'abord. Je voulais effectivement, comme le précisait Mathieu, peut-être vous présenter quelques éléments qui font partie de ce rapport que la Fabrique de la Cité publie aujourd'hui. Mathieu le disait sur justement le financement de la mobilité et aussi le rapport essaye d'explorer la manière dont et dans quelle mesure les mécanismes de financement permettraient, je dirais, de décarboner les mobilités. Alors, je vais essayer autant que possible d'afficher cette présentation. Alors, attendez 2 petites secondes. Comme ça, on ne verra que la présentation. Ça permettra d'afficher certains chiffres. Alors, effectivement, Mathieu, tu le rappelais dans cette introduction, lorsqu'on parle de la mobilité de demain, il faut être sûr d'une chose, c'est que le principal impératif, à la différence de ce qu'on a pu voir par le passé, ça a pu être la vélocité ou la vitesse des transports, mais ça va bien être la durabilité des modes de transport et en particulier la réduction de l'empreinte carbone de la mobilité à l'échelle mondiale. Mathieu, tu le disais en introduction, le secteur des transports représente aujourd'hui à l'échelle globale près du quart des émissions de gaz à effet de serre et c'est assez intéressant pour être noté, mais tu le disais aussi, la mobilité est avec l'énergie le seul secteur qui a vu ses émissions croître depuis les années 90. Alors, fort de ce constat, et ce constat, il est aussi à mettre en regard de certains objectifs qui ont été fixés en matière de décarbonation. On a plusieurs sommets et documents cadres qui sont venus fixer des objectifs ambitieux en matière de décarbonation des activités humaines et notamment de la mobilité. Et j'en citerai 2. Le premier, et c'est l'image que vous avez ici, c'est bien sûr l'accord de Paris, dont l'objectif qui a été affirmé à l'article 4 est d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 et donc pour cela de diminuer de 75% les émissions de gaz à effet de serre. Et la traduction, je dirais, à l'échelle européenne de cet accord et de cet objectif a été fixée dans le pacte vert pour l'Europe de la Commission européenne qui, lui, ambitionne de réduire de 90% les émissions du secteur des transports d'ici à 2050 en vue de parvenir justement à cette neutralité carbone. Alors, les solutions qui sont envisagées par la Commission européenne, elles sont assez simples à préciser, je dirais. Parmi les actions à entreprendre, la Commission européenne veut justement favoriser le report modal depuis l'automobile vers les modes carbonés, mais aussi développer certains, ce qu'ils ont appelé des carburants de substitution durables, tels que
l'hydrogène ou l'électrique et en priorité en direction des villes. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer, je dirais, cette particularité du secteur de la mobilité? On est dans une période, et vous le savez tous, de, je dirais, perfectionnement des motorisations, de développement de l'électrique. Et ben, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui expliquer cette croissance des émissions dans la mobilité et quelles solutions permettraient de réduire les émissions dans le secteur des transports? Je vous renvoie pour ça à une étude passionnante et qui a été réalisée par Aurélien Bigot, qui justement décompose l'évolution des émissions dans la mobilité selon plusieurs critères. Et ce que Aurélien Bigot montre dans ce papier, c'est que le principal déterminant de la hausse des émissions de CO2 dans la mobilité, c'est la demande de transport. Cette demande de transport, elle peut être décomposée, je dirais, dans 3 facteurs, deux très importants. Le premier est évidemment la croissance démographique et l'augmentation de la population. Qui dit augmentation de la population dit augmentation du nombre de déplacements. Et le deuxième facteur aussi très important, c'est bien sûr l'augmentation du PIB et notamment l'augmentation du temps libre et qui facilite l'augmentation des déplacements. Ce que la quasi-totalité des études sur le sujet ont identifié, c'est qu'effectivement, ces facteurs de population du PIB vont avoir un effet sur la demande de déplacement et vont participer à cette hausse des émissions. Et à cet égard, la crise que nous traversons actuellement est un parfait révélateur justement de ce lien entre demande de déplacement et émissions de CO2, puisque ce qu'on a constaté avec l'épidémie de Covid, c'est que on a eu un arrêt quasi total de la mobilité au niveau mondial et qui a conduit à une baisse drastique des émissions de CO2 dans les villes et notamment une baisse des épisodes de congestion dans les cœurs urbains. Toutefois, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que effectivement, cette crise, elle a également conduit à un effondrement des économies qui a emporté avec lui des conséquences immédiates regrettables. Et je parlerai notamment de l'augmentation du taux de chômage. En cela, on ne peut pas vraiment dire que pour décarboner la mobilité, la démobilité soit une option. Alors, face à ce constat, quelle solution on a? Je reviendrai sur l'exemple qui a été cité par la Commission européenne et le mettre bien sûr en regard avec ce graphique-là. L'une des solutions qui est souvent, je dirais, érigée comme la meilleure des solutions pour décarboner la mobilité, c'est le report modal. Si vous reprenez ce graphique-là, alors je ne sais pas si on voit ma souris, mais en tout cas, ce que vous avez ici en orange, donc le report modal, vous pouvez voir que depuis les années 60, le report modal, finalement, n'a pas permis de réduire les émissions de CO2, mais a plutôt contribué à les augmenter. Bon, la raison à cela, elle est plutôt très simple, c'est que depuis les années 60, beaucoup de déplacements se sont en fait faits dans un sens qui n'est pas nécessairement le sens qu'on pense, c'est-à-dire de modes décarbonés, comme la marche à pied et le vélo, vers des modes plus carbonés, comme l'automobile. Ça a été plutôt le sens de l'histoire depuis les années 60. En France, cela peut s'expliquer d'une manière assez simple, et là pour ça je reprends les chiffres qui ont été publiés par l'INSEE assez récemment et qui montraient qu'en fait 2/3 des nouveaux urbains en France s'installaient aux marges des aires urbaines, c'est-à-dire dans des zones qui n'étaient pas nécessairement couvertes par les transports collectifs, et on avait finalement une absence quasiment d'une offre compétitive face à la voiture. Et donc, on peut conjecturer le fait que la mobilité des nouveaux habitants et des nouveaux urbains, de 2/3 des nouveaux urbains, sera donc principalement automobile. Alors, pour décarboner la mobilité, on le voit, l'enjeu, il est double. Il convient d'une part d'agir sur la demande de mobilité par le biais du report modal, à la condition que celui-ci se fasse vers des modes moins carbonés. C'est d'ailleurs l'une des recommandations qui a été produite par le guide qui a publié le Shift Project pour une mobilité quotidienne décarbonée. Mais il y a un prérequis à ce premier enjeu. Cela implique qu'une offre décarbonée soit existante, notamment dans des territoires qui vont être sous-dotés en transport collectif et en offre alternative à l'automobile, faute de quoi la demande de déplacement continuera d'être absorbée par l'automobile. Et ce prérequis-là est extrêmement important puisque sans financement adéquat, il ne sera pas possible d'atteindre ce prérequis-là et de construire ces alternatives-là dans certains territoires. Alors, je sais et je crois que Jean Koldefy, qui est l'auteur de cette slide, est avec nous et je le remercie d'ailleurs pour cette slide. Et c'est un schéma que je voulais vous partager et qu'il a produit, qui est très intéressant et qui montre finalement dans les villes, dans les aires urbaines, où se situent les émissions de gaz à effet de serre dans la mobilité. Ce qu'on voit, c'est que dans les centres urbains, on a finalement une très faible part des émissions
de gaz à effet de serre, mais que si on veut véritablement agir sur la décarbonation de la mobilité, il va falloir agir dans les aires urbaines et notamment dans le lien entre les aires urbaines et la métropole. Et ça va nécessiter, je dirais, des investissements extrêmement importants qui ne vont pas être concentrés que dans les centres-villes, mais aussi vers les périphéries et vers les marges des aires urbaines. Alors, on le comprend bien, je dirais que la décarbonation convoque nécessairement une réflexion sur le financement de la mobilité. Et l'actualité encore plus récente, puisque c'est un document qui a été transmis il y a moins d'une semaine, l'actualité récente le montre, c'est que la crise que nous traversons actuellement révèle ce problème du financement des mobilités. Je prendrai pour ça l'exemple du courrier qui a été envoyé par le GART, donc le groupement des autorités responsables de transport, qui a transmis une lettre au président de la République alertant de la situation financière des autorités organisatrices de mobilité qui pourraient, dans les prochains mois, ne plus être en mesure de s'acquitter de leurs contributions auprès des opérateurs et risquant ainsi l'arrêt des services de mobilité collective qui sont, en tout cas pour les villes, je dirais, la colonne vertébrale de l'offre de mobilité pour ces villes-là. Mais on aurait tort de penser que l'enjeu du financement est nouveau et qu'il est seulement issu de cette crise, et il s'est déjà exprimé et s'exprime encore dans certaines villes et dans certains États, et parfois de manière assez dramatique, et on peut distinguer plusieurs types d'enjeux. Le premier enjeu autour du financement de la mobilité, c'est d'abord de maintenir l'existant. Là, c'est une image d'un pont qui s'est effondré il y a quelques mois à Toulouse, alors dans la banlieue de Toulouse. Alors, bon, l'histoire est assez différente et c'est pas qu'un enjeu, bien sûr, de vétusté de l'ouvrage. Mais je prendrai pour ça un exemple en France, c'est un rapport qui a été produit par la mission d'information sur la sécurité des ponts du Sénat, qui indiquait que près de 10% des 250 000 ponts français étaient en mauvais état structurel et qu'il avait nécessité des investissements colossaux de près de 565 millions d'euros par an pour assurer leur entretien et leur réparation. Autres pays et autres, je dirais, systèmes de mobilité, je prendrai l'exemple de New York, qui a fait l'objet d'une analyse dans cette publication, où New York, vous avez l'un des réseaux de transport collectifs les plus denses au monde, mais qui souffre aujourd'hui de sa vétusté qui est source de nombreuses pannes et surtout d'une désaffection croissante d'une partie de ses usagers. Rappelons également qu'à New York, le dernier pic de fréquentation annuel a eu lieu en 2014. Cette désaffection des usagers des transports collectifs, elle se traduit de manière très simple. C'est un report modal, effectivement, mais un report modal vers les transports terrestres et notamment vers l'automobile et les VTC qui vont venir par ailleurs aggraver une congestion déjà importante de son réseau routier. Et par ailleurs, dans ces embouteillages et dans cette congestion, on va aussi retrouver des bus qui vont perdre également je dirais en attractivité. Donc on est dans le cas de New York, dans un véritable cercle vicieux qui convient de repenser. Le deuxième enjeu autour du financement, au-delà de maintenir l'existant, ça va être de le repenser. Je prendrai pour ça l'exemple de l'État de l'Oregon, qui est aussi un exemple qu'on a analysé dans cette étude, où là, l'Oregon, finalement, s'est demandé et a commencé à regarder, a fait deux constats. Le premier constat, c'était que, je dirais, a fait le constat de la dégradation de son réseau routier. Et le deuxième constat que l'Oregon a fait, c'était la diminution progressive du produit de sa taxe sur les carburants, qui aujourd'hui est la principale ressource de financement pour les infrastructures routières. La cause de cette, je dirais, diminution progressive du produit de la taxe sur les carburants, elle est très simple. C'est que, je le disais tout à l'heure, on a un perfectionnement des motorisations thermiques qui vont du coup pouvoir rouler sur davantage de kilomètres en consommant moins d'essence. Le deuxième, et de manière assez minoritaire, ça va être évidemment le développement des véhicules électriques qui, dans un cas comme l'Oregon où les routes sont financées par les taxes sur le carburant, les véhicules électriques vont être utilisateurs des infrastructures routières, mais ne vont pas les financer, leur maintenance et leur construction. Et surtout, un autre facteur qui là est exogène, je dirais, du monde automobile, c'est le gel depuis les années 90 des taxes fédérales sur les carburants. Alors, je parle des taxes fédérales. Il y a deux types de taxes aux États-Unis. On a bien sûr les taxes fédérales et des taxes étatiques. Il faut savoir que de nombreux États ont depuis, et notamment enclenché depuis entre 2017 et 2019, enclenché des révisions des taux des taxes sur les carburants. Pour pallier ce problème, l'État de l'Oregon, faisant ce constat, a décidé
finalement de trouver une nouvelle ressource pérenne et pour ça expérimentent depuis 2013 ce qu'ils appellent une road user charge, donc c'est une redevance kilométrique que les automobilistes paieraient en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc on a un nouveau système qui permet de effectivement repenser l'existant avec les nouvelles conditions, les conditions, je dirais, contemporaines et qui permettent d'intégrer ces évolutions-là. Le dernier élément, et c'est peut-être aussi le plus important, et là je l'ai illustré avec l'exemple du Grand Paris Express, c'est bien sûr construire des solutions nouvelles. On pourrait bien sûr prendre l'exemple du Grand Paris Express, mais on pourrait aussi prendre l'exemple, et on l'a fait dans le cadre de cette étude, de Singapour. Singapour qui est cette cité-État qui ambitionne à horizon 2040 de, je dirais, doubler son réseau de transport collectif et les personnes travaillant au département transport de Singapour indiquaient qu'ils espéraient atteindre une densité de transport collectif aussi importante que celle de Paris, qui est aujourd'hui le réseau le plus dense au monde dans son centre. À ces trois enjeux, on peut distinguer deux enjeux qui vont être transverses. Le premier, et la situation actuelle le montre parfaitement, le premier, c'est bien sûr l'enjeu de la résilience et de la nécessaire prise en compte d'éventuels chocs qui peuvent arriver, des chocs bien sûr climatiques, mais aussi un choc comme celui qui a été causé par l'épidémie de Covid-19. Eh bien, le financement va devoir prendre en compte à l'avenir ces chocs nouveaux et qui vont potentiellement se répéter. Et le deuxième impératif transverse, je dirais l'objet de cette étude, l'objet de cette présentation, bien sûr, c'est l'impératif de décarbonation. Ces deux impératifs supplémentaires, il va falloir les prendre en compte, ne rendant ainsi que plus essentiel le besoin d'apporter une réponse à cette crise latente du financement des mobilités et aussi de repenser bien sûr le système de financement des mobilités pour atteindre des objectifs de décarbonation du secteur. Et l'élément peut-être le plus important finalement, c'est que financement et décarbonation ne peuvent pas être séparés et au-delà de ça, je dirais que financement et décarbonation sont potentiellement, je dirais, les deux faces d'une même médaille. Ce sont les deux faces d'une même médaille pour trois raisons. Tout d'abord, c'est parce que l'impératif de décarbonation, c'est une invitation à repenser le financement de la mobilité. Je prendrai l'exemple pour ça d'Oslo. Oslo, c'est un exemple qu'on a également traité dans ce rapport, où Oslo, ce qu'on a vu, et c'est que à la fois la municipalité d'Oslo et l'État norvégien ont totalement repensé la fiscalité automobile et la tarification routière pour encourager la vente d'automobiles électriques. Et les résultats sont là puisque en 2019, 47% des nouveaux véhicules qui ont été vendus étaient électriques. Je rappelle qu'en France, on est en dessous des 2%. Le deuxième enjeu, c'est que, je le disais à l'instant, c'est qu'on ne peut pas aborder la question de la décarbonation sans aborder celle du financement, puisqu'il va être nécessaire de construire des moyens permettant la décarbonation des mobilités et notamment vers les zones périphériques qui vont être sous-dotées, notamment en transport collectif. Et enfin, dernier élément, c'est qu'on ne peut pas aborder la question du financement sans intégrer l'enjeu de la décarbonation. Et certains pourraient être, je dirais, incités en nous disant, incité à dire qu'il y a de l'argent dans le monde de la mobilité. On le voit notamment sur ce qu'on appelle pas l'hypermobilité, mais la micromobilité en centre-ville. Il y a de l'argent côté VTC. Voilà, on a des afflux massifs de capitaux dans la mobilité, donc il n'y a pas de problème de financement. Toutefois, il faut être sûr d'une chose, c'est est-ce que ces nouveaux modes de déplacement, qui sont encore une fois des modes extrêmement urbains et n'adressent pas et ne répondent pas aux problématiques de mobilité dans les zones périphériques et aux marges des aires urbaines, il faut savoir aussi si ces modes-là permettent de décarboner la mobilité. Si le report modal se fait depuis la marche à pied et le vélo vers des trottinettes électriques ou vers les VTC, le bilan sera négatif sur la décarbonation. S'il se fait depuis les transports collectifs vers des vélos ou des trottinettes, on sera sur un bilan négatif, voire neutre. En revanche, et c'est peut-être le seul aspect positif, si le report modal se fait depuis l'automobile vers les trottinettes électriques, les vélos ou le VTC, on aura ici un apport plutôt positif sur la décarbonation de la mobilité. À partir de là, on peut se demander, et c'est aussi l'objectif de ce rapport, comment financer la mobilité dans un monde post-carbone et quelles réponses on peut apporter à ce double enjeu du financement et de la mobilité. Alors, des réponses, il en existe, et historiquement,
bien que les schémas de financement vont varier selon les pays et les cultures, on peut identifier des similarités entre les différents systèmes, au premier rang desquels la nature même des contributeurs au système de financement. En effet, dans un grand nombre de pays et un grand nombre de cas, la mobilité, elle va être financée par un triptyque contribuable, usager, entreprise. Toutefois, ce qu'il est important de noter, c'est que selon les systèmes de mobilité que vous allez financer, les contributeurs ou le contributeur majoritaire ne sera pas le même. Je prends un exemple très simple. Si on prend les transports collectifs en Île-de-France, le contributeur majoritaire au financement des transports collectifs en Île-de-France, c'est le versement mobilité qui est une taxe sur les entreprises. Donc, le contributeur majoritaire au financement des transports collectifs, ce sont les entreprises. À l'inverse, si vous prenez un réseau comme par exemple le réseau de TER, le TER, le contributeur principal va être le contribuable. Si vous prenez les réseaux autoroutiers, le contributeur principal va être l'usager. Ce triptyque, je dirais contribuable, usager, entreprise, il est encore d'actualité. Toutefois, il montre quelques signes, je dirais, d'essoufflement face aux évolutions technologiques, économiques et sociales contemporaines. Mais ce qu'on a analysé et ce qu'on montre dans ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, on a des villes et des États qui montrent la voie. Alors, j'ai évoqué l'exemple de New York, j'ai évoqué l'exemple de Singapour et d'Oslo, mais on pourra en citer d'autres. Sont des exemples qu'on a analysés dans cette étude. Et ce que montrent ces exemples, c'est que en alliant innovation technologique, technique et politique, plusieurs villes sont parvenues à apporter des solutions ou esquissent dès aujourd'hui des pistes de résolution crédibles au problème du financement d'une mobilité décarbonée. On peut prendre plusieurs exemples. Je vous en ai illustré certains ici. Je parlais de la redevance kilométrique en Oregon. On peut parler bien sûr du péage urbain et notamment du péage urbain qui va être mis en place à New York horizon 2021, mais qui est déjà en place dans des villes comme Stockholm ou Oslo. On peut parler bien sûr de la taxe progressive sur les véhicules selon leur motorisation ou encore de mécanismes, ce qu'on appelle de lane value capture, donc des mécanismes où on finance la mobilité grâce à une taxe sur l'immobilier et notamment sur les plus-values sur l'immobilier. Alors, on peut dire à partir de là que les voies de résolution au problème, elles sont nombreuses. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que il n'y a aucune de ces solutions qui, seule, peut apporter une réponse de long terme au problème de financement. Et l'un des enjeux, je dirais, principaux à ce sujet-là, c'est bien sûr l'enjeu de la méthode. Et cet enjeu de la méthode, c'est moins, la question est moins de savoir quoi faire et donc qu'est-ce qu'il faut mettre en place, que plutôt de savoir comment faire. Et ce que je tenais à dire dans cette partie et qui a quand même une importance, c'est que il faut être sûr d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle et unique pour financer la mobilité. Et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de ce rapport. L'un des enjeux autour du comment faire nous renvoie à deux dimensions et deux dimensions assez fondamentales dans la méthode à adopter pour transformer le système de financement de la mobilité. Ces deux dimensions, ça va être l'espace d'une part et le temps d'autre part. Je commence par le temps. Le temps est très important puisque il y a un sujet qui est, je dirais, commun à tous les exemples qu'on a analysés, c'est que chacun de ces exemples ont réussi à transformer le système de financement de la mobilité en prévoyant un phasage précis de la transformation et de la transition. Ça a l'air, je dirais, simple dit comme ça, mais c'est vraiment de dire qu'est-ce qui va être fait, comment ça va être fait, à quel moment ça va être fait, et est-ce qu'il y aura, à des moments, des moyens d'évaluer le système et d'infléchir certaines mesures, de les transformer ou de faire évoluer le système. Donc le temps, première dimension extrêmement importante. La deuxième dimension extrêmement importante, c'est la dimension d'espace. Et derrière cette dimension d'espace, ça va être de travailler à la bonne échelle et surtout de réinvestir, je dirais, le produit des recettes issues de la mobilité directement vers les territoires régulés. Et je le disais tout à l'heure, on aurait tort de penser qu'il y a une solution unique pour tous les problèmes, pour une raison très simple finalement, c'est que chaque territoire a une géographie, un contexte politique, économique et social qui lui est propre. Et par exemple, si on prend la mobilité à Paris, ça n'a rien à voir avec la mobilité d'une ville comme Toulouse, par exemple, ou encore même de la mobilité d'une ville comme Los Angeles. Et donc, à partir de là, l'enjeu va être de pouvoir proposer à chaque situation une réponse qui va être adaptée à l'aide, je dirais, d'un panachage de différentes solutions.
Ce sujet de réinvestir dans les territoires régulés, j'en parlais sur la dimension de l'espace, il convoque naturellement celui de la redistribution des recettes, mais aussi celui de l'allocation des recettes, et c'est l'objet de cette matrice que nous avons réalisée dans le cadre de cette étude. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on va, je dirais, agir sur le prix de la mobilité, au travers soit d'une révision tarifaire ou de l'instauration d'une nouvelle taxe, ça peut être perçu par les usagers comme une perte. Mathieu en parlait au début en introduction de cette intervention, mais l'exemple des gilets jaunes, alors les contestations n'étaient pas uniquement sur la mobilité, mais on peut prendre l'exemple des bonnets rouges, par exemple, mais les usagers vont potentiellement percevoir l'instauration d'une taxe comme une perte. En revanche, les usagers auront le sentiment d'être davantage compensés dès lors qu'ils vont percevoir un lien direct entre l'augmentation des coûts liés à leur déplacement, d'une part, et d'autre part, la contrepartie qu'ils vont en retirer. Et à partir de là, on peut distinguer 3 types de mécanismes. Les mécanismes en bas, qu'on a affichés ici en orange, on va avoir des mécanismes dont l'action va uniquement porter sur la régulation de la mobilité, mais qui ne vont pas produire de nouvelles sources de financement. Alors, ce sont des mécanismes dont vous allez beaucoup entendre parler s'agissant de la décarbonation de la mobilité. On pense souvent, bien sûr, à interdire l'accès au centre-ville parce que ça permettrait de décarboner les mobilités, aux zones, bien sûr, à faible émission. Ce sont des mécanismes qui vont effectivement permettre de décarboner la mobilité en partie, mais qui ne vont pas permettre de produire de nouvelles sources de financement. À l'inverse, c'est ce que vous avez à gauche en vert dans cette matrice, on va avoir des mécanismes qui, là, ne vont pas induire de régulation sur la mobilité, mais qui vont permettre de la financer. Alors, je parlais tout à l'heure du versement mobilité et des mécanismes de l'end-value capture qui ne vont pas induire de régulation sur votre mobilité, c'est-à-dire que vous allez toujours pouvoir vous déplacer de la même manière. On peut également parler, bien sûr, de la taxe sur les bureaux. Et au milieu, donc dans cette zone en bleu, on va avoir différents mécanismes qui, là, vont à la fois induire une régulation sur la mobilité, mais aussi qui vont pouvoir produire des recettes que l'on peut allouer à la décarbonation de la mobilité. Alors, je précise que l'on peut allouer à la décarbonation de la mobilité, puisque il y a un enjeu, et c'est l'enjeu central, ça va être celui de l'allocation des recettes et de s'assurer que, bien sûr, les recettes issues de la mobilité, si on veut financer la décarbonation, eh bien, il faut que ces recettes soient allouées à la mobilité et à sa décarbonation. Je prendrai un exemple français assez simple et assez connu, qui est celui de la TICPE, donc la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, où on a une part majoritaire de la taxe, pour ne pas dire la moitié, qui est allouée au budget général de l'État. On a 2 parts relativement majoritaires. Alors, je pense que dans le public, certains auront les chiffres, mais 2 parts majoritaires qui vont aller aux collectivités locales, donc pour les départements, pour tout ce qui est de l'action, tout ce qui relève de l'action sociale, et aux régions pour tout ce qui est du développement économique. Et on a une part minoritaire qui va aller à l'Agence de financement des infrastructures de transport, donc l'AFIT, pour effectivement financer les transports et la mobilité en France. Donc, ce qu'on peut voir, et le cas de la TICPE est assez intéressant et emblématique de ça, c'est que on peut effectivement avoir des mécanismes qui vont produire des recettes assez intéressantes, mais je dirais l'effet sur la décarbonation est conditionné par l'allocation totale de ces recettes à la mobilité et à sa décarbonation. Alors, pour finir, on peut dire, et c'est peut-être l'enjeu le plus important ici, c'est que la décarbonation de la mobilité et la réduction des émissions de CO2 de nos déplacements, c'est pas, je dirais, une chose qui va de soi, et c'est pas quelque chose si aisé que ça, a fortiori dans un secteur comme la mobilité, tant cette dernière étant la mobilité revêt un rôle central dans nos modes de vie, puisque la mobilité va à la fois conditionner l'accès à la ville, à ses aménités, et ainsi, et on le voit dans la période actuelle, au maintien des relations socio-professionnelles. À partir de là, dès lors que l'on va mettre, je dirais, une régulation sur nos déplacements, ça va emporter des conséquences directes sur des valeurs fondamentales pour notre société que sont la liberté et l'équité. Et Mathieu le disait, et je le répétais tout à l'heure, mais les récentes mobilisations, les plus ou moins récentes mobilisations contre des tentatives de modification de la fiscalité visant à, je dirais, financer la décarbonation soit de la mobilité, soit de différents secteurs. Je prendrai l'exemple là des bonnets rouges contre l'écotaxe et des gilets jaunes en France récemment. Ces mouvements-là, ils ont mis aussi en avant le fait que
la décarbonation de la mobilité ne pouvait pas se faire contre les habitants. Alors, ce constat, il soulève deux questions. La première question, j'y ai partiellement répondu tout à l'heure, c'est que faire? À cette question, on ne peut pas apporter une réponse universellement valable et on y a répondu, c'est que l'enjeu consiste à proposer une réponse adaptée à chaque situation à l'aide, je dirais, d'un panachage de différentes solutions. La deuxième question et le deuxième enjeu, c'est, je le disais, l'enjeu de la méthode et l'enjeu de comment faire. Et là, la méthode, c'est quant à elle, dans les villes et les exemples qu'on a analysés, je dirais la condition essentielle au succès de la transition du système de financement de la mobilité vers davantage de décarbonation. Et cette méthodologie, elle est le dénominateur commun des différents exemples qu'on a explorés dans ce rapport. Cette méthodologie, elle passe par plusieurs choses. Tout d'abord, et je citerai un exemple, je dirais, plutôt schématique de ça, c'est tout d'abord, dans cette méthodologie, proposer un diagnostic qui va être partagé par tous. Si on prend une ville lambda qui souhaite, mettons, réduire la congestion en son centre, il faut que le problème de congestion soit perçu comme tel. C'est-à-dire qu'il faut que les habitants perçoivent la mobilité, la congestion, pardon, comme un problème. À partir de là, il s'agit ensuite de fixer des objectifs, dire à combien on veut ramener le niveau de congestion, quel objectif on veut atteindre, et seulement à ce moment-là va se poser la question de l'outil et des mécanismes à mettre en place. Là, je dirais, on est dans un changement assez important à ce qu'on aura pu faire dans différents pays, c'est que le mécanisme ne vient qu'en milieu de processus et on ne parle pas tout de suite du mécanisme avant de parler des problèmes à résoudre. Et je pense que l'un des autres enjeux, et je le mentionnais tout à l'heure, dans cette méthodologie, ça va être bien sûr, et tout d'abord, je dirais, de fixer ces objectifs, mais ensuite de les mesurer, d'évaluer et potentiellement d'agir sur le système et sur les différents mécanismes qu'on aura mis en place pour que ça nous permette d'atteindre les objectifs si ça n'est pas le cas, et éventuellement de modifier les conditions si jamais on percevait, je dirais, des effets non attendus dans ce mécanisme. Je prendrai un exemple très simple pour illustrer ça, c'est l'exemple d'Oslo, où Oslo, dans les années 90, avait un problème qui était assez important, c'est que Oslo manquait d'infrastructures routières, notamment dû à une topographie assez contraignante, et surtout manquait de tunnels pour la mobilité. Ce qui a été décidé en partenariat entre à la fois la municipalité d'Oslo et le comté voisin d'Akershus, ça a été, je dirais, de bâtir tout un programme d'investissement qui précisait vraiment des besoins pour Akershus et pour Oslo, et qu'une fois que ces besoins ont été partagés par l'ensemble de la population et, je dirais, validés, que le diagnostic a été partagé par tous, on a commencé à proposer un mécanisme en face, et en l'occurrence le péage urbain d'Oslo. Et à partir des milieu des années 90, et notamment c'était en 96, Oslo s'est rendu compte que la mobilité n'avait pas évolué exactement comme elle l'avait prévu, et que notamment la construction de ces nouvelles routes avait induit un trafic automobile supplémentaire. Et ce qui a été décidé, encore une fois dans ce qu'ils ont appelé le Oslo Package 2, ça a été de transformer, je dirais, l'affectation des recettes du péage urbain et de les transférer vers le financement des transports collectifs. Donc je pense que c'est un des exemples aussi peut-être emblématique de cette méthodologie, c'est vraiment d'aller sur un diagnostic qui va être partagé par tous, je dirais, d'ensuite de fixer des objectifs et à partir de là de commencer à parler des différents outils. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Sachez que l'étude que nous avons publiée aujourd'hui est disponible à ce lien. Alors vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais pour ceux qui sont équipés en téléphone et en appareil mobile, vous pourrez scanner le QR code ici présent pour accéder à l'étude. Voilà, merci beaucoup. Merci Camille. Me revoilà pour rassembler
les questions que bien évidemment donc ton exposé suscite nombreuses. Peut-être pour commencer, alors un instant, je précise. Alors, merci pour le QR code. Je précise évidemment à chacun d'entre vous que j'ai partagé le lien vers le document un peu plus haut, donc dans l'espace de chat. Donc, il est temps effectivement de revenir un peu sur les quelques remarques et les questions qui ont été posées tout au long de ton exposé. Je vais peut-être rappeler déjà une remarque de Jean Coldefy qu'on connaît bien, auquel tu as fait que tu as fait référence donc dans l'une de tes slides, qui souligne que ce rapport c'est aussi une entreprise de réhabilitation, si on peut dire, des mécanismes d'incitation par les prix qui, dit Jean, ne sont pas toujours les plus appréciés donc des Français, dont les politiques en tout cas préfèrent le plus souvent l'interdiction ou la subvention. Pour engager, moi, peut-être une question de contexte et pour revenir un petit peu en arrière, on parle traditionnellement beaucoup dans la presse, dans le débat, dans l'opinion, donc des transformations des mobilités au cœur des aires urbaines. Je vais juste te demander de revenir un petit peu sur quels sont les principaux investissements qu'il faut se préparer à concéder dans les prochaines années, dans les marges finalement de ces aires urbaines et dans les espaces, mettons, ruraux, dits périphériques ou interurbains. Je pense qu'ils sont de plusieurs types. Le premier type d'investissement que je vois tout d'abord, c'est déjà de construire une offre dans ces zones et notamment dans des zones où la densité de population est, je dirais, suffisante pour que les transports publics, les transports collectifs soient à la fois, je dirais, assez efficaces pour les opérateurs, efficients, donc je dirais facile à opérer et aussi efficaces pour les habitants. Le deuxième type d'investissement que je vois, ça va être de jouer aussi sur l'interface entre les différents systèmes. On a tendance souvent à opposer les différents systèmes de mobilité. On oppose le ferroviaire au routier, on oppose les transports collectifs aux transports individuels. Je pense qu'il faut aussi, à partir de maintenant, commencer à jouer sur cette interface et notamment ça passe par la construction de parcs relais qui sont des lieux de consolidation. Alors, on a des parcs relais qui sont présents sur le territoire mais qui souffrent cruellement d'un manque de capacité, tout simplement. Il n'y a pas assez de place de stationnement dans les parcs relais. Ça induit plusieurs choses. Déjà, c'est que les gens ne s'arrêtent pas dans les parcs relais et continuent et font leur trajet en voiture. Mais ça induit aussi du stationnement, je dirais, potentiellement dangereux et passablement illégal. Et je pense qu'un des exemples peut-être les plus intéressants, c'est celui qui a été conduit. Alors, il y en a deux qui sont assez intéressants. C'est d'une part l'exemple qui a été conduit par Vinci Autoroute. Je crois que c'est en lien avec Transdev au sud de Paris, dans la gare de Brie-sous-Forges, où il a été un parc relais a été construit et je dirais un arrêt de bus express a été construit à proximité de l'autoroute, même sur l'autoroute, et qui, je dirais, continue d'attirer et continue de gagner en attractivité parce que justement, on a construit un lien entre ces deux, je dirais, systèmes de mobilité, ces deux réseaux de mobilité qu'on a tendance à opposer. Donc, je pense que les deux vraiment types d'investissements que je vois sont là. C'est d'une part construire effectivement une offre et ensuite construire les moyens pour que d'un réseau ou en tout cas d'un système de mobilité à l'autre, on puisse transvaser ou en tout cas se reporter efficacement. Merci. Peut-être une deuxième question un peu contextuelle, qui t'amène à revenir un peu sur certains éléments de ta présentation, et parce qu'il me semble important. On comprend bien en t'écoutant que l'adaptation des modalités de financement va se choisir, se décider en fonction, au fond, d'objectifs politiques. La décarbonation, donc, c'est tout à la fois donc la bascule vers des modes de transport décarbonés, et la réduction de mobilité routière individuelle, par exemple. Donc, comment est-ce que tu peux revenir un peu sur la typologie que tu as construite et sur la façon dont les dispositifs de financement mobilité peuvent choisir finalement quels objectifs privilégier? Sur la typologie, je pense que l'enjeu principal aujourd'hui, il est déjà dans le maintien de l'existant et on le voit avec la lettre qui a été transmise par le GART. L'un des risques qu'on a aujourd'hui, c'est tout simplement l'arrêt, en tout cas la discontinuité du service public de transport de voyageurs, parce qu'on est en manque de financement. Donc, je pense que ça, c'est peut-être le principal enjeu. Et le deuxième enjeu aussi que je vois, c'est bien sûr celui de la construction de solutions d'avenir. Mais je pense qu'au-delà de décisions, en tout cas de choix politiques, il faut revenir au concret.
et peut-être et potentiellement, je dirais, apporter des solutions là où on en manque cruellement, et peut-être de sortir d'une focale qui est trop centrée sur justement les cœurs d'agglomération et les centres-villes pour aller et proposer des solutions en direction des périphéries et aux marges des aires urbaines. Et là, sur les différents mécanismes, je pense que, et je reviendrai à une chose qu'on présente dans ce rapport, c'est que justement les mécanismes de financement peuvent potentiellement permettre d'avoir une double action sur la décarbonation. C'était ce que je montrais dans la partie en bleu de cette matrice. C'est que potentiellement, en mettant en place un mécanisme de régulation de la mobilité, on va pouvoir avoir un premier effet sur la décarbonation. Je prends un exemple très simple, c'est qu'avec un péage urbain, vous pouvez potentiellement réduire les flux entrants dans un centre-ville et donc avoir un effet sur la décarbonation de la mobilité. Le deuxième effet sur la décarbonation de la mobilité, il est lié à la manière dont on va allouer les recettes issues de ce péage urbain. Et donc, c'est ce que dans la théorie, en tout cas dans la science fiscale ou la science fiscale, c'est ce qu'on appelle le double dividende, c'est-à-dire qu'on va avoir un premier dividende dès lors que l'on va mettre en place, que ce soit une taxe carbone ou un mécanisme type un péage urbain, on va avoir un premier dividende sur une réduction d'un certain type de déplacement, et le deuxième dividende va apparaître dès lors que l'on va financer des moyens supplémentaires, et notamment c'est ce qui a été fait dans les pays scandinaves, que la mise en place du péage urbain soit précédée, et non pas suivie, soit précédée de la construction d'une offre en transport en commun, pour aussi que les personnes finalement aient le choix et ne soient pas mis, je dirais, devant l'obligation de payer un péage urbain sans qu'aucune alternative n'ait été construite. Alors, précisément, là, on ressent, c'est une des questions, j'allais dire, de gouvernance que percute finalement ce rapport et cette analyse. Ce que livre aujourd'hui la Fabrique de la Cité, c'est pas exactement une boîte à outils, mais en tout cas beaucoup d'outils ou de réflexions qui sont susceptibles d'alimenter celles, mettons, des acteurs publics, comme privés d'ailleurs, mais des acteurs publics en particulier, au moment de financer justement cette transition. Vanessa demande comment est-ce que on peut croiser ces travaux et ces réflexions avec les politiques d'aménagement du territoire. Et je poursuis et je fais le lien avec une autre question ou une autre remarque plutôt de Frédéric qui souligne qu'il faut construire des alliances de territoire entre métropoles, agglomérations, régions, pour financer précisément des systèmes de transport et d'infrastructures qui soient accessibles et pertinents pour l'ensemble des territoires qui dépendent finalement d'une aire urbaine. Donc, une fois qu'on a mis en place le bon dispositif, je veux dire, tout n'est pas réglé, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, la question des alliances et de la gouvernance est essentielle. Je parlais tout à l'heure d'agir à la bonne échelle. Il est évident que les échelles administratives que l'on a aujourd'hui, et notamment, alors il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres, mais évidemment, l'échelle uniquement municipale n'est peut-être plus adaptée pour réfléchir à ce type de questions. Et je parlais à juste titre des aires urbaines. On a dans les aires urbaines des périmètres qui sont justement construits quasiment, qui sont peut-être le plus proches de la réalité des bassins de vie. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il va falloir penser la mobilité et financer des solutions. Sur la première partie de ta question, Mathieu, je veux bien que tu me la reformule. Donc c'était simplement cette observation que on peut rassembler des outils qui peuvent être appliqués à différents niveaux, mais leur application ne se passe pas de vision politique et encore moins évidemment d'accord entre les différentes disons institutions susceptibles donc d'appliquer ces méthodes simplement. Une autre remarque sur, alors tu l'as bien dit, la demande de déplacement va croissant en raison notamment de la démographie et de l'augmentation du PIB et même du temps libre. Vanessa demande encore si nous avons mené une réflexion sur la réduction du temps passé dans les systèmes de transport, que ce soit individuel ou partagé. Et moi, je suis tenté, même si c'est un sujet encore un peu différent, mais de prolonger encore un peu. On en parlait tout à l'heure avant cet événement. C'est te pousser aussi à nous parler d'autres approches qui peuvent être celui de l'effacement des mobilités, voire de la démobilité. Alors effectivement, je pense qu'il y a un sujet sur les temps de déplacement. Historiquement, ce qu'on a vu, c'est que le gain de vitesse dans les transports n'a pas permis une réduction du temps passé dans les transports. Ce gain de vitesse,
il a été transformé, je dirais, en distance, c'est-à-dire qu'en gagnant de la vitesse, les gens sont allés s'installer plus loin. Et donc, on a une corrélation assez claire, causalité aussi, entre le développement de l'automobile, des infrastructures automobiles et l'étalement urbain. Et on voit depuis quelques années l'explosion, en tout cas l'augmentation, je dirais, continue des distances parcourues, des distances moyennes parcourues pour aller travailler, et aussi de fait des temps de parcours, même si on reste autour d'un temps de parcours moyen, généralement de 30 minutes. Je pense que là, effectivement, il y a un sujet, Mathieu, pour revenir à ta question et pour rebondir sur la question précédente. Je pense que c'est pas effectivement si simple, toute chose égale par ailleurs, de réduire les temps de déplacement quotidien. Je pense qu'il va falloir modifier certaines choses. Pour le faire, je ne saurais pas dire quoi, mais je pense que toute chose égale par ailleurs, on ne va pas pouvoir réduire les temps de déplacement quotidien, notamment dans un contexte où, si on veut les réduire, ça veut potentiellement dire densifier les villes, densifier les espaces urbains, et que cela, aujourd'hui, pour l'instant, on a un sujet au niveau du prix du foncier dans les villes, et que si les gens décident d'aller habiter plus loin, c'est potentiellement parce qu'ils veulent avoir plus d'air et plus d'espace, mais c'est aussi parfois parce qu'ils y sont contraints financièrement et qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Sur la question des solutions à apporter à cette problématique des temps de déplacement, effectivement, il y en a une qui est bien sûr l'effacement de la demande. Et je pense que ce que la crise actuelle nous a montré, c'est que pour réguler les mobilités, on pouvait être, je dirais, poussé à réfléchir, non plus à réfléchir seulement en termes d'offres, et donc de proposer des bus supplémentaires, des trains supplémentaires, du covoiturage, mais on allait aussi pouvoir commencer à parler en matière de demande. L'un des leviers les plus communément admis pour jouer sur cette demande, ça va être bien sûr de jouer sur le télétravail. Là, on a été tous plus ou moins mis au télétravail forcé pendant cette période. Je pense qu'un deuxième levier, c'est aussi d'organiser et de potentiellement désynchroniser les temps de travail. Et je prendrai pour ça l'exemple de ce qui est fait à Toulouse, dans la zone aéronautique de Toulouse-Blagnac, où dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle le programme Demeter, il y a un projet qui a été lancé par plusieurs entreprises qui s'appelle le projet Commute, et qui vise justement à harmoniser, mutualiser les plans de déplacement de plusieurs entreprises de ce secteur-là, et d'essayer ensemble d'avoir, je dirais, de mettre en place un outil de gestion des mobilités à l'échelle d'un territoire un peu plus vaste et à une échelle un peu plus vaste qu'une seule entreprise. Et je pense que c'est assez intéressant, parce que ce qu'on voit, c'est que les épisodes de congestion, et la Fabrique de la Cité avait publié une étude sur le sujet en 2018, ce qu'on voit, c'est que les épisodes de congestion, ils sont généralement liés à ce qu'on appelle une congestion de la demande, c'est-à-dire qu'on a une trop forte demande, on a une demande qui explose à un moment, et une offre qui ne peut pas se transformer. En revanche, si on commence à jouer sur la désynchronisation des temps de travail, alors là-dessus, je ne parle pas de faire travailler nécessairement des cadres 3-8, mais ne serait-ce que faire débuter des gens à 8 heures, faire débuter d'autres personnes à 10 heures, et d'organiser ça à une échelle pertinente, on peut réduire en partie les embouteillages, on peut les réduire de manière importante, et de fait réduire aussi les temps de parcours. C'est ce que fait aujourd'hui Singapour, et le fait avec brio sur la tarification dynamique de ces billets de transport collectif, puisque si vous allez à Singapour et que vous prenez un titre de transport dans le métro, vous n'allez pas payer la même chose selon que vous l'achetez à l'heure de pointe ou hors heure de pointe. C'est aussi un moyen d'encourager les personnes à se déplacer hors de l'heure de pointe et ainsi faire de l'effacement. Et sur ton dernier sujet, Mathieu, sur le fait de diminuer de manière drastique ou peut-être de supprimer le besoin de déplacement, là, je pense qu'il y a une question philosophique peut-être plus importante à se poser. Je suis pas sûr que la démobilité complète soit la solution. On le voit aujourd'hui, c'est que la mobilité reste pour peut-être grande majorité de personnes un moyen de recomposer avec l'altérité, à rencontrer des gens, finalement à essayer de profiter. Et je suis pas sûr que la démobilité soit nécessairement la solution, d'autant plus, et là je rebondis sur une note qu'on a produite sur le télétravail. On parle souvent du télétravail comme un moyen de réduire de manière durable les déplacements.
des études qui ont été conduites aux États-Unis montrent que le lien n'est pas si évident que ça. Ça permet effectivement de réduire le nombre de kilomètres parcourus, mais de manière extrêmement mineure. Et l'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, le télétravail peut être potentiellement est fait aujourd'hui pour non pas réduire les déplacements, mais pour mieux organiser un programme d'activité quotidien, et qu'à partir de là, si vous télétravaillez pour mieux organiser votre programme d'activité quotidien, c'est que potentiellement, vous avez besoin d'ajouter d'autres activités, et que potentiellement, si vous télétravaillez, ça veut dire que si vous télétravaillez le vendredi, vous allez peut-être commencer à 8 heures pour partir à 16 heures, et partir à 16 heures pour ensuite faire un déplacement en voiture et, je sais pas, aller en Sologne pour profiter des vacances. Donc, il y a un sujet aussi, c'est que la suppression d'un motif de déplacement domicile-travail n'exclut pas un effet rebond qui va être, lui, potentiellement tout aussi, voire plus carboné. Donc, je pense que c'est quand même des choses à avoir à l'esprit. Je veux te ramener maintenant de retour sur les questions sur les questions financières. Alors peut-être pas sur une modalité de financement ou tu me dis de définancement de la mobilité. C'est une question de Gersand qui porte sur la gratuité des transports. Certaines collectivités donc proposent la gratuité des transports. Quel impact demande-t-elle donc sur la décarbonation, précisément de la mobilité? Est-ce qu'on est déjà en mesure de faire un peu le bilan de ces expérimentations ou de ces décisions? Oui, tout à fait. Alors, déjà, première réflexion, elle est peut-être d'ordre sémantique. C'est que déjà, rien n'est gratuit, et que si les transports collectifs sont gratuits, c'est bien qu'ils sont payés par quelque chose. En l'occurrence, les transports gratuits en France sont payés par le versement mobilité. Donc, on a plusieurs exemples qui sont intéressants. Si vous prenez, je crois que c'est le réseau de Niort dont les transports sont gratuits. La particularité de Niort, c'est que vous avez de nombreux sièges sociaux de compagnies d'assurance, et donc un versement transport dans la ville de Niort qui est relativement important comparé je dirais à l'amplitude et à l'importance du réseau de transport. Vous avez un autre exemple qui est assez connu en France, c'est celui de Dunkerque, qui a été notamment traité et analysé dans un rapport qui a été rendu au Sénat et qui est passionnant. Je vous invite à le regarder, un rapport sur la gratuité justement des transports collectifs. Ce que ce rapport a montré, c'est que le lien entre gratuité et décarbonation est pas si sûr, parce qu'en fait, je le disais tout à l'heure, je pense que le schéma qu'a produit Jean-Claude Defi le montre parfaitement. Si l'objectif est de rendre les transports dans le centre-ville gratuits, en fait, on va finalement rendre gratuit quelque chose qui était déjà disponible pour les gens qui habitaient là. Mais en fait, on ne réfléchit pas, on réfléchit à offre constante. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, au-delà de réfléchir à la gratuité des transports, ça va être de proposer des transports et d'augmenter l'offre de transport vers des zones qui aujourd'hui n'y ont pas accès. Parce que je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui habiterait hors du périmètre, ou en tout cas il peut avoir accès au transport collectif, la gratuité, ça ne va rien changer pour lui, puisqu'il ne va pas avoir une offre supplémentaire et qu'il va devoir continuer à probablement se déplacer en voiture. Autre élément qu'a montré l'étude des cas de ville, en tout cas en France, qui avait lancé la gratuité sur les transports, c'est qu'on a les transports étaient effectivement gratuits, mais étaient effectivement un peu plus, avaient vu une augmentation de la fréquentation, mais cette augmentation de la fréquentation, elle avait tendance à se faire d'une part au détriment de la marche à pied, c'est-à-dire que les gens, au lieu nécessairement de marcher, allaient pouvoir prendre les transports publics gratuits sur 1 ou 2 arrêts. Elle s'est fait au détriment du vélo, et surtout elle s'est fait à la suite d'une induction de trafic, une induction de demande, c'est-à-dire que puisque les transports sont gratuits, je vais pouvoir me déplacer. C'est un déplacement que j'aurais pas nécessairement fait auparavant. Donc je pense qu'il faut être extrêmement prudent sur le sujet de la gratuité, et je vous invite aussi à lire un rapport qui a été produit sur la faisabilité de la gratuité des transports publics en Île-de-France, où la conclusion est que la gratuité n'est clairement pas une solution viable pour l'Île-de-France, et que ça poserait des problèmes en matière de financement de la mobilité qui sont bien plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Merci. Alors, plusieurs questions, peut-être pour finir, ou on se donnera peut-être encore l'espace pour une ou deux questions, mais parce que j'aimerais bien qu'on puisse parler d'acceptabilité aussi. Mais il me semble difficile de faire l'impasse sur une actualité très récente, qui est celle du plan de relance automobile. Et on a plusieurs questions, finalement, qu'on s'interroge sur, comment est-ce qu'on met en cohérence, finalement, une stratégie décarbonation pensée à l'échelle de tous les territoires,
et finalement ce gros effort qui va d'abord financer le passage d'un parc de véhicules thermiques à un parc de véhicules électriques sans nécessairement faire, disons, prendre le temps de la réflexion sur les besoins donc de mobilité. Comment et une autre question, c'est au fond, est-ce qu'il y a une forme de concurrence qui va s'installer par l'intermédiaire de ces systèmes d'incitation ou de subvention entre cette mobilité, ces mobilités individuelles et les mobilités collectives qu'on peut souhaiter voir émerger dans le cadre d'une décarbonation. Alors je vais être honnête tout de suite, j'ai pas tout à fait lu tout ce qui s'est passé dans le cadre du plan de relance automobile, mais je pense qu'il y a un enjeu au-delà, enfin, et je le mets encore une fois en regard de l'actualité et notamment de la lettre qui a été transmise par le GART. Plutôt que parler d'un plan de relance de l'automobile, moi je serais incité de parler d'un plan de relance de la mobilité, puisque je pense qu'il y a un sujet aujourd'hui, c'est qu'on va peut-être essayer de sauver l'automobile, et je vois qu'il y a derrière un sujet économique assez important, puisque l'industrie automobile est essentielle à l'industrie de la France et à l'activité économique française. En revanche, je pense qu'il ne faut pas laisser, je dirais, le soldat transport public sur le côté, et donc je serais plutôt, notamment sur ce sujet de décarbonation, incité à regarder justement un moyen de soutenir les transports collectifs dans cette période. Je te le disais, la question de l'acceptabilité est un point important donc dans le rapport et qui insiste dès son introduction sur ce déterminant finalement de la faisabilité du financement des mutations donc des mobilités. Au fond, est-ce que tu veux bien revenir sur ce que te semblent être les principaux déterminants finalement de l'acceptabilité de ces nouvelles démarches, en particulier en France? On peut penser à l'égalité devant l'impôt, à la charge fiscale, à la vie privée d'ailleurs, sur laquelle on reviendra peut-être. Voilà, quels sont les déterminants de cette accessibilité, cette acceptabilité, pardon. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut sortir de l'image que l'acceptabilité doit être mesurée à partir d'un sondage d'opinion. Je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'il y a des études qui sont par ailleurs traitées dans ce rapport, qui montrent que, je dirais, la perception, enfin, l'acceptabilité devant la modification ou la mise en place d'une mesure visant à appliquer une tarification supplémentaire, notamment sur la route, dépend majoritairement de perception. Qui dit donc de perception dit qu'on est sur des critères qui sont des critères ici subjectifs. Donc je pense que tout d'abord, l'une des conditions pour je dirais que l'acceptabilité soit la plus je dirais objective possible, ça va être la communication et d'informer bien sûr les personnes sur quels vont être les mécanismes qui vont être mis en place, quels vont être les objectifs qui vont être poursuivis, quels vont être les effets qui vont être attendus, et surtout pour les usagers, à quoi ils doivent s'attendre en matière de mobilité et sur le prix de leur mobilité. Donc je pense qu'il y a déjà cet élément qui est assez important, c'est vraiment de ne pas considérer l'acceptabilité seulement comme un sondage d'opinion, parce que, encore une fois, les critères subjectifs sont prégnants dans sa détermination. Pour la définition de l'acceptabilité, je m'appuie là sur une étude qui a été produite par Charles Rowe et que nous utilisons dans ce rapport-là, et qui définit l'acceptabilité à partir de 4 critères. Le premier critère qui définit, ou dimension en tout cas, qui fonde l'acceptabilité, c'est l'efficacité économique. Pour que, je dirais, la transformation d'un système de financement de la mobilité ou, je dirais, l'installation d'une taxe supplémentaire sur la mobilité soit jugée comme acceptable, il faut qu'elle atteigne son objectif. C'est que si l'objectif d'un péage urbain, c'est de réduire la congestion, il faut que ce péage urbain permette de réduire la congestion. Et la question aujourd'hui se pose, notamment quand des villes, et je pense notamment à Barcelone, commencent et veulent mettre en place des zones à faible émission, des ZFE, et fixe comme objectif que la ZFE permet de réduire les embouteillages. C'est pas l'objectif premier d'une ZFE. L'objectif d'une ZFE, c'est de discriminer l'entrée de la ville en fonction des émissions d'un véhicule. Et c'est ce qu'on a vu à Milan, c'est que Milan avait fait exactement ça. Et avec le renouvellement du parc automobile, en fait, Milan s'est rendu compte que les bouchons étaient revenus parce que le mécanisme était plus suffisant. Donc, la première dimension extrêmement importante, c'est la dimension de l'efficacité économique.
La deuxième dimension extrêmement importante, c'est ce que Charles Rowe appelle l'équité horizontale. L'équité horizontale, elle peut être définie par le principe du pollueur-payeur. C'est que sera acceptable une mesure qui vient discriminer ou en tout cas faire payer potentiellement plus la personne qui cause des dégâts. On pense notamment au principe, enfin c'est exactement le principe du pollueur-payeur et notamment des taxes sur les poids lourds, par exemple. Et les deux autres dimensions qui sont extrêmement importantes, c'est d'une part ce qu'il appelle l'équité verticale. Donc c'est, Mathieu, exactement ce que tu disais, la prise en compte de certaines, enfin je dirais des classes sociales les moins avantagées et faire en sorte que cette mesure ne leur pose pas de problème et ne vienne pas totalement les bloquer et handicaper leur mobilité. Et la dernière dimension, c'est bien sûr la dimension d'équité territoriale, ce qu'il appelle l'équité territoriale, c'est-à-dire que les mesures, pour être acceptables, une mesure ne doit pas mettre au banc les personnes qui habitent, je dirais, aux marges des aires urbaines et hors des villes. Ce qu'on voit dans ces quatre dimensions, c'est qu'elles sont effectivement extrêmement interdépendantes, parce que pour que quelque chose soit acceptable, eh bien, il va falloir jouer sur ces quatre dimensions, mais elles sont aussi, de manière assez paradoxale, tout à fait, je dirais, opposées parfois. C'est-à-dire que si vous voulez atteindre l'efficacité économique, avoir une mesure qui atteint une efficacité économique, bah, potentiellement, ça va avoir des effets sur l'équité territoriale, c'est-à-dire que les gens qui viennent de l'extérieur ne vont pas pouvoir se déplacer ou moins pouvoir se déplacer. Et si vous voulez atteindre l'efficacité économique, bah, ça va être assez problématique pour les gens qui vont avoir des faibles revenus. Je prendrai pour ça l'exemple de l'étude qui a été conduite par Ipsos pour Vinci Autoroute et publiée en mars 2019, qui était assez éclairante à ce sujet et qui montrait finalement qu'aujourd'hui, les classes qui payent le plus pour leur mobilité sont les classes ouvrières, donc potentiellement des classes qui sont aujourd'hui parmi les moins aisées et qui ont, je crois que c'était en moyenne, qui payaient environ 150 € par mois pour leur mobilité. À l'inverse, vous preniez quelqu'un qui habitait en centre-ville, son budget mobilité était en moyenne de 90 €. Donc là, on a vraiment un sujet que, effectivement, l'efficacité économique ne permet pas nécessairement d'atteindre l'équité territoriale et l'équité verticale. Autre exemple, qui est là tout simplement l'inverse de celui-ci, c'est par exemple des mesures dont l'objectif va être d'assurer l'équité territoriale et l'équité verticale d'autre part. Et je prendrai pour ça l'exemple du dézonage en Île-de-France, dézonage qui a eu lieu, je ne vais pas me tromper sur l'année, mais je pense que c'était aux alentours des années 2010, où là, l'argument était que on va éviter que les personnes qui vont faire des déplacements extrême banlieue, ou en tout cas fond de la zone 5 vers la zone 1, donc le cœur parisien, on va éviter que ces personnes-là, qui ne sont pas parmi les ménages les plus aisés, aient un budget mobilité qui soit trop important. Et donc, ce qui a été décidé, c'est de supprimer ce zonage pour les abonnements. Et donc, que tout le monde, que la personne se déplace de la zone 5 à la zone 1 ou que la personne ne fasse que des déplacements en zone 1, tout le monde paye la même somme qui était à l'origine 70 €. Là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on atteint cet objectif d'équité territoriale et d'équité verticale, c'est-à-dire qu'on va baisser le prix pour les personnes, les ménages les moins aisés et qui vont se déplacer sur des longues distances. Et on assure aussi cet aspect sur les personnes qui vont se déplacer sur les longues distances et donc l'équité territoriale. En revanche, ce système-là, déjà, il a été coûteux pour Île-de-France Mobilité. Il a induit des baisses non pas de recettes, mais en tout cas baisses d'investissement. Et donc là, on n'atteint pas l'efficacité économique. Donc, je pense que l'acceptabilité, c'est ce qu'on montre dans ce rapport, c'est vraiment une dimension extrêmement complexe qui va, je dirais, convoquer des dimensions qui vont être parfois opposées, mais qu'il va falloir, et là c'est aussi le rôle du politique, il va falloir jouer et arbitrer sur ces différentes je dirais, dimensions, et bien sûr en fonction, je le disais, des contextes territoriaux propres à chaque territoire. Merci Camille, on va se servir de cette nouvelle démonstration. J'ai cru que tu partais dans une monographie du cas francilien. Je sais que tu en es capable, donc, mais merci pour tous ces éléments, pour cette présentation très complète, qui, je l'espère, aura donné envie à chacun d'entre vous donc de consulter le rapport, dont j'ai partagé le lien un peu plus tôt donc au cours de cette présentation. Je le remets d'ailleurs en tête du chat à l'instant.
Merci à toi. Je vous donne rendez-vous donc à toutes et à tous à nouveau demain pour une nouvelle présentation, la 45e, si je ne dis pas de bêtises, donc de rencontre, même heure, même endroit, avec Marie Baléo cette fois-ci, qui est également donc membre de l'équipe de la Fabrique de la Cité, qui parlera de l'impact de la crise sanitaire, économique et sociale sur les attentes et sur l'offre, donc en matière de marché du logement. Je vous inviterai donc à vous inscrire sur la plateforme à l'adresse que je vais partager dans un instant. La présentation de demain sera la dernière ou de ce cycle, en tout cas de cette première série de rencontres 30 minutes pour demain. Donc nous avons inauguré avec en quelque sorte le confinement. Pour la plupart d'entre nous, eh bien nous commençons reprenons donc nos activités, j'allais dire presque normales. Léonard un jour également donc rouvrira ses portes au public. On n'abandonne pas toutefois donc la production de ces événements et vous verrez que dès la semaine prochaine nous aurons une programmation assez dense à vous offrir qui sera tournée vers l'entrepreneuriat et vers les solutions innovantes donc qui peuvent être offertes à la ville. Merci encore Camille. Et à très bientôt. Peut-être une dernière remarque, si tu peux encore rester encore quelques minutes avec nous. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent et qui le peuvent, à consulter l'onglet Networking, dans lequel vous aurez la possibilité d'échanger entre membres de l'audience, donc de personne à personne, pendant des temps assez courts. C'est une expérience intéressante. Et si Camille peut rester là, elle sera en plus extrêmement enrichissante. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.